Ouais, hein? Eh ben, avec grand plaisir. Bienvenue, bienvenue dans cette nouvelle édition donc, des ateliers des dirigeants. À qui s'adressent ces webinaires? En fait, à tous les membres de Codir et ceux qui veulent aller plus loin avec leur équipe de direction. Et pour ceux qui resteront jusqu'à la fin, mais j'ai aucun doute, vous aurez une petite surprise à la fin. Alors, pour commencer, ce que je vais faire, c'est vous partager les résultats d'une enquête qu'on a menée en 2024, en début d'année, sur plus de 4000 membres de comité de direction et COMEX. L'étude a été conçue comme un outil à l'intention des dirigeants et des membres de comité de direction, désireux en particulier de développer leur performance en tant qu'équipe dirigeante. Et grâce à des données qui finalement ne sont pas forcément toujours disponibles. Bien sûr, il existe des études sur la composition, le genre des codex, des comex, des codires, mais rarement sur racontez-moi votre vie de codir, qu'est-ce que vous en pensez, comment vous y vivez, qu'est-ce que ça vous permet de faire ou pas. Et l'idée, c'est d'en tirer quelques règles d'or de la performance des équipes dirigeantes. Alors, j'essaie d'organiser mon écran parce que moi, j'ai plein de pop-up qui sont allumés. Hop, là, on va pouvoir s'en passer. Et donc, rapidement, hein, l'enquête donc, a été menée, comme je disais, sur 4000 membres de comité de direction, avec une répartition qui n'était pas forcément celle recherchée, mais plutôt homogène entre les entreprises, entre les PME, les ETI, les grandes entreprises ou filiales de grands groupes. Donc ça permet de garantir effectivement la pertinence des résultats. Euh, si on s'attarde aussi quelques instants sur la composition, donc là encore, à peu près toutes les fonctions représentées, mais avec quand même une dominante sur les fonctions DG, CEO. Preuve que finalement, le sujet n'est peut-être pas si finalement abordé, y compris entre collègues. Et pour ce qui est des industries, puisque j'ai pas la slide à vous passer, parce que sinon on resterait trop longtemps sur ce sujet, mais toutes les industries sont approchées avec, on va dire, deux grandes dominantes, de l'industrie au sens très large, et puis des sociétés de services, et dans l'industrie, beaucoup autour de la mobilité et de l'énergie, ce qui n'est pas une très grande surprise, puisque c'est aussi mon origine, et que très souvent, c'est encore plus simple d'obtenir les réponses des participants. Alors, qu'est-ce que... Ah, oui, une personne qui arrive. Hop, je la mets. Euh, pour commencer, j'ai envie de vous poser une question. Et là, le plus simple, c'est de répondre dans le chat hein, directement. C'est quoi, d'après vous, les qualités principales attendues d'un comité de direction? Alors, en l'occurrence, on va peut-être se concentrer sur trois. Dans le questionnaire, il y avait 8 propositions de fait, et je vous présente les résultats juste après. N'hésitez pas à donner votre opinion, à partager. D'après vous, c'est quoi les qualités attendues d'un comité de direction? Lancez-vous, hein, Mais, n'hésitez mais pas. c'est libre, Christophe, ou c'est... Oui, oui, c'est libre. Moi, après, je vous montrerai les résultats de l'enquête, mais c'était voilà, pour vous faire réagir un peu à chaud. Les qualités, d'après vous, celles qui sont attendues d'une équipe dirigeante. Allez-y, hein, n'hésitez pas. Hein. Ouais. Travailler de façon coordonnée sur la stratégie. Ouais, C'est donc, je pense que c'est l'attente. Voilà, c'est en tout cas, ok, c'est une des premières qualités. on va y Ah venir. oui, donc je vais mettre dans le chat plutôt. Merci, Étienne. Non. Leadership, prise de décision, euh, prendre des décisions. Et De là, manière collégiale, ouais. ouais, ouais. Et voilà, ça y est, vous êtes lancé là. L'exemplarité, gestion de crise, c'est bon, on va retrouver quelques ingrédients. Alors, quand on pose la question et qu'on fait des propositions orientées, parce que dans les questionnaires, on ne peut pas y passer trop de temps, donc de fait, on a fait des propositions orientées. J'arrête avec le suspense.
voilà les résultats de l'enquête, hein. Hmm. Donc, décision, on en a parlé, oui, clairement. Les qualités requises, enfin, recherchées, c'est la clarté dans les décisions, c'est l'exemplarité, c'est aussi la cohésion, en effet, et ça, c'est plutôt plébiscité. La surprise pour moi, quand même, c'est que, par exemple, l'efficacité n'est pas citée dans les trois premiers critères, ce qui peut me surprendre, en tout cas qui peut me surprendre. Dans les autres propositions qui n'apparaissent pas forcément à l'écran, il y avait aussi une équipe solidaire, le garant de la diversité, le garant de l'équilibre entre les directions opérationnelles et les fonctions support. Donc là, il s'agit bien des qualités attendues. On verra après celles qu'on retrouve, hein. Mais comme entrée en matière, ça me paraissait intéressant de s'arrêter quelques instants sur ce sujet. Et vous retiendrez donc décision, exemplarité, cohésion. Très bien. On va continuer les échanges et je vais vous poser une deuxième question cette fois. C'est, OK, on a les qualités attendues, d'accord, mais quelles sont les missions principales d'après vous? Là encore, n'hésitez pas à réagir dans le chat. Comme ça, on peut interagir ensemble. C'est quoi les qualités finalement? Les qualités principales. Alors, celles qui dépendent, la slide suivante, je vous présenterai en simultané celles qui dépendent, et on a posé immédiatement la question inverse, celles qui ne dépendent pas d'un comité de direction. Il fallait faire trois réponses parmi 9 propositions. Pour un souci de gestion du temps de cet échange, de ce webinaire, amener l'entreprise oui, oui, attendez, parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent en même temps. J'essaie de les suivre. Alors, euh, oui, la communication, OK. Amener les sociétés aux objectifs atteints, créer de la valeur, définir les objectifs, pilotage stratégique. On retrouve pas mal d'éléments et je vais vous partager maintenant les réponses. On a, merci, être garant de l'image de l'entreprise. Et oui, il y a beaucoup de choses en fait, hein. Et on va regarder celles qui sont plébiscitées par les réponses donc, de l'enquête. Et alors, voici le résultat. Donc, vous avez en bleu les missions principales qui dépendent. Et on a posé la question immédiatement après, celles qui ne dépendent pas. Alors, ce qui est très clair, c'est que tout le monde est globalement d'accord sur le fait que ce n'est pas fait pour suivre l'activité au quotidien. Très bien, parce qu'effectivement, ça ne sert pas forcément à ça. On va y retrouver, et c'est ça qui est intéressant de noter, une dichotomie entre l'élaboration d'un côté et la décision de l'autre, c'est-à-dire la gestion du temps court et du temps long. Et ça c'est une des caractéristiques des comités de direction et probablement une de ses difficultés aussi, c'est d'être dans le temps long et dans le temps court. Et des qualités, par exemple, d'être à la fois zoom out, zoom in, se projeter sur des échelles de temps différentes. Et si on regarde d'ailleurs celles qui sont un peu moins prioritaires, vous voyez que les trois premières finalement se recoupent, hein. La troisième, finalement, est un peu la synthèse des deux premières. Bien sûr qu'on y élabore, mais dans les faits, on y passe plus de temps à mettre en œuvre. Et effectivement, c'est un organe de décision, sinon d'arbitrage. Si on regarde les missions moins prioritaires parmi celles proposées, donc qui n'étaient pas dans le top 3, on a effectivement une première surprise, c'est que finalement, un tiers seulement se voit comme le garant des résultats. Et j'ai envie de dire un tiers seulement. Parce que si finalement on devait donner une vocation à un comité de direction, c'est quelque part le garant de l'atteinte des résultats, à travers les décisions, à travers la mise en œuvre de la stratégie. Mais être garant des résultats, ça, encore une fois, c'est mon point de vue, mais ça devrait arriver probablement dans le top 3. La deuxième surprise, peut-être, c'est que l'incarnation de la culture, là encore, n'arrive qu'après alors que probablement que ça fait partie des missions principales. Donc, elles sont multiples, ces missions, et c'est ce qui fait toute la difficulté du bon fonctionnement d'un codir qui, au bout du bout, sera de toute façon attendu sur une chose et pas une autre sur sa capacité de mise en œuvre. C'est vraiment là où les attentes se font, hein.
On va continuer avec une troisième question. Et si vous vous posiez la question dans votre équipe dirigeante, dans votre CODIR, comment vous pourriez évaluer la performance actuelle de votre comité de direction? L'échelle qui a été proposée, c'est une échelle classique, satisfait, très satisfait, insatisfait, ça ne fonctionne pas, d'après vous. Allez-y, hein, n'hésitez pas. Améliorable, OK. Merci Étienne Idem de ma part. Ouais, OK. Ah, Arnaud, OK, d'accord. Bon, ben c'est un peu ce que révèle le slide suivant. Alors, si on le voit d'un côté positif, on a 70% de réponses positives. Fine. Si on regarde dans le détail, on voit que les choses sont un petit peu différentes. Alors, ce qui est, parce que moi j'ai toutes les réponses qu'il y a derrière, hein, mais on ne va pas y passer non plus trop de temps, mais ce qui est reconnu, c'est la qualité des décisions prises. Les voies de progrès se situent beaucoup dans la communication des décisions prises. OK, on prend des décisions, mais est-ce qu'on communique vraiment bien sur les décisions ou est-ce qu'on fait simplement de l'information? Et la deuxième difficulté, elle est souvent dans la mise en œuvre des décisions qui sont prises, hein. Et c'est encore une fois le juge de paix. Néanmoins, un tiers des répondants restent finalement insatisfaits, hein. 30%, c'est pas rien. D'autant qu'on est sur une base déclarative. C'est-à-dire, les gens qui sont membres de CODIR, on leur demande s'ils sont satisfaits de leur rôle. On ne s'attend pas à ce que ça soit forcément insatisfaisant ou très insatisfaisant, mais néanmoins, 30% ne sont pas satisfaits. C'est quand même pas, c'est quand même pas rien. Donc, il y a des brèches, il y a des leviers possibles et c'est ce qu'on va regarder juste après. Euh, donc, maintenant, ce qui serait peut-être intéressant, une fois qu'on a ces réponses globales, c'est de séparer les genres, entre guillemets. Séparer quelles sont les réponses faites par les DG et puis les autres membres d'un COMEX ou d'un CODIR. Et là, vous allez voir que les écarts vont devenir un peu plus intéressants. Je vais commencer par un premier écart qui apparaît. 21 points d'écart, ça commence à être significatif, hein, notamment sur l'incarnation, c'est-à-dire est-ce que le leadership de notre CODIR est inspirant ou pas? Est-ce que ça vous étonne? Moi, j'avouerais que pas forcément, parce qu'effectivement, on a l'animateur d'un côté et puis les autres membres de l'autre, et que finalement, les DG ou les CEO se voient plus inspirants que les membres qu'ils animent. Et là, je pense qu'on touche déjà à un sujet qui est lié à l'incarnation, sinon à l'exemplarité qu'on verra un peu plus tard. Deuxième point d'écart significatif entre les réponses des DG, CEO et les autres membres, c'est la coopération. Alors, collaboration, pas de doute, très clairement, par obligation sans doute. Coopération, pas forcément. Et le travailler ensemble devient un sujet récurrent. Et dans toute l'étude, on verra que effectivement, on a des sujets qui apparaissent dès qu'on parle plus de coopération et de collaboration. Collaboration, on peut la faire très facilement. Coopération, c'est un autre sujet. Coopération, ça veut dire qu'on est capable de dire à l'autre qu'on a besoin de lui pour avancer, hein. C'est ça la coopération et ce qui distingue la coopération de la collaboration. Alors, c'est intéressant parce que quand nous, on fait des études et on sépare les réponses, par exemple, de middle manager et de dirigeants, membres de comité de direction, ben, on a un écart significatif. Comme si c'était plus simple, quand on est un middle manager, d'admettre qu'on a besoin de l'autre pour atteindre ses objectifs. Ce qui est beaucoup moins naturel quand on parle des équipes dirigeantes. Si je prends une image de football, c'est un peu la Seleção du Brésil, hein. On a des experts, on a des très bons, mais jouer ensemble, c'est pas si naturel. C'est pas si simple, en fait. Et ça, c'est des sujets qui ne sont pas forcément abordés au quotidien dans le fonctionnement des équipes dirigeantes. La dynamique collective, qui est très souvent liée elle-même à des sujets liés à la confiance mutuelle, ne sont pas forcément toujours posés sur la table. Je continue avec d'autres cas mesurés. L'exemplarité, 26 points, c'est aussi significatif quand même. Et si on regarde un petit peu plus dans les détails, euh, on a des données qui nous donnent, par exemple, 31% notent un manque de solidarité,
38% pensent que le CODIR ne se montre pas toujours exemplaire. Et là, on touche un autre sujet qui est la gouvernance. Hein, les règles, les rôles, on y viendra après. 47% pointent du doigt la représentation des femmes, tout de même, parce que je n'ai pas focalisé sur ce point, mais on est encore loin de la parité. Et idem sur les écarts concernant la diversité. Je continue. Fierté d'appartenance, parce que ça, c'est quand même finalement le trait commun. Hein. Tous ces écarts mesurés entre les membres de comité de direction et les DG et CEO qui les animent, ça se traduit effectivement par un sentiment d'appartenance qui est quand même très distinct quand on est CEO, quand on est membre. Et on n'a pas pu investiguer plus avant les écarts, mais je suis certain qu'il y a des écarts entre les fonctions dites opérationnelles et puis les fonctions support. Hein. Et l'expérience nous laisse entendre qu'il y a un écart tout aussi important entre ceux qu'on écoute et ceux qu'on entend moins, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Et ça, c'est très, très récurrent sur les résultats de cette enquête. Pour faire une petite synthèse, un petit résumé, sans grande surprise, les sujets le plus souvent sont liés à des comportements, hein, les fameuses soft skills et à la posture des dirigeants, que ce soit des CEO ou des DG ou bien de ses membres. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, donc qui suis-je finalement pour m'adresser à vous, certains me connaissent, donc j'ai un passé dans l'énergie, mais aussi chez un constructeur automobile. Et depuis 2004, je travaille dans la chasse de tête. Et j'ai eu la chance de pouvoir travailler au cœur des stratégies des organisations et accompagner un certain nombre de dirigeants. J'ai moi-même été directeur général d'une filiale d'un grand groupe en France, puis à l'international. Et moi, j'étais vraiment convaincu que pour former une équipe de direction performante, il suffisait de mixer les profils, les expériences, les personnalités. Je me rends compte aujourd'hui que j'ai probablement trop souvent négligé le travail requis pour développer l'impact collectif d'une équipe de direction, ne sachant pas toujours vraiment comment rassembler les conditions d'une réussite collective. Et c'est bien là le sujet. On va y venir juste après. Bon, certains le savent bien, en particulier, que je suis recruteur et j'ai eu la chance de placer passez-moi l'expression, des top guns hein, chez mes clients. Et j'ai parfois observé des performances inégales une fois avoir rejoint un nouveau comité de direction. Alors, souvent lié à l'intégration, mais pas uniquement. Et c'est vrai que la question peut se poser, mais je suis quasi certain de la réponse, qu'il y a toujours eu des appréhensions à rejoindre un nouveau comité de direction, par exemple, ou simplement à se rendre à une réunion de CODIR. En tout cas, c'est comme ça qu'est née la deuxième activité du cabinet, et notamment un programme que l'on appelle No Team, No Dream, qui est dédié justement à la performance et individuelle et collective des équipes dirigeantes. Pour cela, on a travaillé avec des experts de la transformation culturelle, des coachs du mental, des sportifs de haut niveau, dans le rugby en particulier. Et la conviction que l'on a, hein, c'est que les comportements individuels et collectifs sont probablement les meilleurs leviers de performance et de transformation depuis la tête des organisations. Je poursuis. Parce que finalement, la question, c'est mais qu'est-ce qui limite finalement la performance des équipes de direction? Question posée aussi dans le questionnaire, et je vais vous révéler certains écarts. Le premier qui est quand même impressionnant, à peine croyable, 45% des répondants estiment qu'il y a une culture en silo au sein de son comité de direction. Et ce qui est observé le plus souvent, c'est un manque de communication entre les départements, entre les services. Et si vous regardez bien comment sont constitués les comités de direction eux-mêmes, la plupart du temps, ils sont composés d'experts. Ils sont composés d'experts vers lesquels tout ou presque tout remonte de manière assez verticale. Et voilà, ils viennent déjà de là, hein, les silos. Bon, bien évidemment, il y a des conflits d'intérêts, des agendas parfois cachés, des sujets d'ego qui peuvent empêcher effectivement de jouer dans la même équipe. Hein. Mais ce qu'on observe aussi, c'est qu'il y a des duplications d'efforts entre les départements qui entraînent des inefficacités opérationnelles globalement.
des équipes qui attendent l'ordre, puis le contre-ordre, et puis qui finalement avancent en ordre dispersé. Donc c'est quand même un des mots très largement constatés. Ça vous surprendra peut-être pas, hein, mais en effet, beaucoup de culture de silo, et c'est ce qui empêche assez souvent la capacité de mise en œuvre, le fait d'atteindre les résultats de sa stratégie. Alors, au-delà des constats, bon, bah, les conséquences, vous les connaissez forcément, hein, c'est manque de coordination, donc des coûts inutiles engendrés par les différents départements, pas ou peu de solidarité entre les équipes, la direction elle-même n'étant pas toujours exemplaire, une culture organisationnelle parfois même négative, hein, une compétition interne plutôt qu'aller chercher de la coopération. La compétition, elle est plutôt à l'extérieur, a priori. Et puis, bah, par conséquence, donc, un désengagement ou une démotivation des équipes. Ce qu'on observe, en fait, quand on pose la question, c'est que les projets, par exemple, d'envergure, ceux qui engagent l'organisation tout entière, mettent beaucoup trop de temps à se réaliser. Et je pense que vous serez assez d'accord sur ce point. Et donc, finalement, bah, les règles d'or pour casser des silos, c'est déjà, ça passe par un leadership qui soit suffisamment fort, très probablement. Un COMEX solidaire, renforcé à travers un ou des projets portés collectivement, qui visent eux-mêmes la coopération et pas la simple collaboration. J'insiste sur ce point parce que c'est vraiment des sujets récurrents sur lesquels on travaille. Et puis une stratégie portée, une stratégie réellement incarnée par l'ensemble des membres du comité de direction. Si je résumais le tout, je dirais que l'intérêt général doit passer au-dessus de tout, en fait. Et ce qui n'est pas toujours le cas. Ce qui n'est pas toujours le cas. Euh, comment régler ce problème? Bah, en fait, on est sur un sujet d'incarnation. Le problème sous-jacent, c'est l'état d'esprit. Et c'est le cas de beaucoup d'équipes de direction. La culture n'est pas suffisamment incarnée depuis la tête de l'organisation. Comme on le dit parfois, hein, le poisson pourrit toujours par la tête. Bah oui. Si effectivement la stratégie n'est pas suffisamment incarnée, portée au quotidien, c'est très difficile ensuite de la déployer au sein de l'organisation. Deuxième écart, voilà, la déconnexion entre le terrain et la direction. C'est pas neutre, hein, 39%, c'est beaucoup aussi, hein. Et les erreurs courantes qui créent cette déconnexion. On va y revenir, mais encore une fois, manque de communication. Déjà, la communication descendante, qui soit suffisamment efficace, partagée, pas seulement se contenter du quoi des choses, mais du pourquoi et plus encore du comment, qui est un cas mais très, très récurrent, vraiment. On le constate très largement dès qu'on travaille avec un comité de direction, c'est ce qu'on observe le plus. Et il suffit, pour s'en convaincre, c'est très simple, hein. Il suffit de poser la question au N-1 ou N-2. Et vous verrez ce qu'ils vous disent, c'est assez bluffant. Une écoute active des besoins, donc des remontées dans l'autre sens, hein, notamment liées aux problèmes rencontrés sur le terrain. On décide de mettre en place un projet, mais on n'a pas forcément la garantie que toutes les ressources sont disponibles pour le faire. Et puis après, on s'étonne que les délais de mise en œuvre sont trop longs. Des prises de décision qui sont aussi faites parfois sans consultation des équipes opérationnelles. Euh, Plus encore quand on est dans un CODIR ou un COMEX constitué essentiellement de sachants, hein, et ce qui donne au bout du bout bah, des injonctions contradictoires de la part des membres de comité de direction, parce que, et c'est ça qu'on note finalement, c'est que le CODIR ne parle pas d'une seule voix. Les conséquences ben, c'est des désalignements hein, avec les objectifs stratégiques et puis la réalité opérationnelle, des sujets d'adhésion, de cohésion, y compris au sein de l'équipe dirigeante. Forcément, une diminution de l'engagement et de la motivation des collaborateurs sur le terrain et du coup, un risque de mauvaise exécution ou d'esprit d'initiative des collaborateurs qui parfois est même inexistante. Alors, le secret, s'il y en a un, c'est encore une fois, on y revient sur la communication plus ouverte, notamment des plans d'action,
et qui fonctionne de manière bidirectionnelle, hein. Le pourquoi des choses n'est pas toujours clairement communiqué. Et on parle de sens, mais donner du sens à l'action et rendre l'action cohérente, en fait. Quand on fait parler des N-1, des N-2, il y a des moments, c'est pas qu'ils ne s'intéressent pas à la stratégie d'entreprise, c'est qu'ils ne comprennent pas ce qu'on leur demande de faire ou que des actions ne sont pas cohérentes parce que certains travaillent dans leur coin au lieu de travailler de manière plus collégiale. Et donc, comme on dit dans la Marine nationale, ce qui est souvent remarqué, c'est ordre, puis contre-ordre, et puis finalement désordre. Voilà. Et c'est en ça où, et on y viendra juste après, certaines pratiques managériales sont probablement sous-estimées aussi, notamment tout ce qui est lié au feedback ou à la culture du feedback. Et j'irais même jusqu'à la délégation. Combien d'équipes dirigeantes ont clairement la volonté de développer une culture de feedback? Question mark. Franchement, c'est difficile d'avoir une réponse, mais ce qui est certain, c'est que ce n'est pas forcément dans les priorités. Et d'ailleurs, si je vous posais la question, ce qu'on pose assez souvent, d'ailleurs, c'est quoi le feedback le plus utile que vous ayez reçu, vous, en tant que leader, en tant que manager? Et vous verrez que finalement, si on réfléchit bien, il ne s'agit pas de focaliser sur les feedbacks positifs ou négatifs. Et, à la limite, peu importe. Ce qui compte, c'est l'intention. Peu importe qu'ils soient négatifs ou qu'ils soient positifs, en quoi ils ont été, en quoi vous les avez gardés en tête et en quoi ils vous sont peut-être encore utiles. Moi, je pourrais vous partager un exemple d'un feedback qu'on m'a fait, qui n'est pas particulièrement positif, mais qui m'a permis de beaucoup progresser dans le management parce que je n'avais pas intégré ce point. Donc, ça, par exemple, c'est un des leviers qui est sous-estimé dans la performance des équipes de direction et dans leur capacité de déployer en particulier. Alors, faute de temps, on ne pourra pas explorer tous les autres écarts qu'on a pu mesurer grâce à cette enquête, hein. Euh, Parfois, et même un peu souvent quand même, les intérêts de certains priment sur ceux de l'entreprise, des remarques du type on ne travaille pas vraiment ensemble au sein de l'équipe de direction, et des équipes qui se retrouvent avec des injonctions contradictoires. Pour avancer sur notre sujet, l'idée, c'est de focaliser peut-être maintenant davantage sur, OK, très bien, les constats, très bien, d'autant que vous avez dû probablement les faire vous-même, mais au bout du bout, qu'est-ce qu'on peut faire pour développer la performance des équipes de direction? Ben, moi, je vais vous proposer une analogie en utilisant le corps humain, en commençant par le squelette, hein. Le squelette, parce que encore une fois, deux tiers des entreprises n'atteignent pas les résultats promis par leur stratégie. Enquête de Harvard Business Review il y a quelques années. Et finalement, ce n'est pas si étonnant. Parce que toujours, plan stratégique, même s'il a le mérite d'exister, il n'est pas forcément communiqué et déployé comme il pourrait. Le deuxième, c'est que le fonctionnement même d'un comité de direction a besoin d'un cadre de fonctionnement, des règles de gouvernance, des rôles qui sont définis et qui sont parfois posés, souvent, mais probablement aussi rapidement oubliés ou pas appliqués ou pas réactualisés. Et c'est bien une des clés de la performance des équipes de direction. Donc, un squelette, mais pas seulement. Des muscles. Les muscles, c'est ce qui est lié donc plus au volet lié à la compétence. C'est des pratiques managériales. On revient sur le sujet de la communication. Mais c'est effectivement renforcer cette capacité pour revenir à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire comment on passe du zoom in au zoom out, hein. Et puis, je reviens une fois de plus sur la communication parce que, et c'est aussi un constat assez récurrent, c'est que les comités de direction ne parlent pas toujours d'une seule voix et ne communiquent pas non plus de la même façon d'un membre à un autre sur les décisions qui y sont prises. Donc, un squelette, des muscles, et il en manque forcément une partie, eh bien, c'est le système nerveux. Et c'est vraiment le fonctionnement des trois ensemble qui permet d'aller chercher de la performance et d'aller un peu plus loin. Alors forcément, quand on parle du système nerveux, en fait, on fait écho à la culture, hein, à la culture d'organisation. Moi, j'aime bien la définition d'Edgar Schein sur la culture, c'est la façon dont on fait les choses ici. Et c'est bien ça.
mais sauf il faut que ça soit effectivement partagé par tous, hein. Et là encore, on va revenir plus sur du comportemental, sur des gestes, des pratiques, et on parle d'état d'esprit, et c'est fondamental. Le mindset, l'envie, en fait, qu'est-ce qui empêche l'envie de travailler ensemble? Et là, on est sur un autre sujet qui est rarement abordé au sein des équipes de direction et qui est pourtant un levier de performance sans aucun doute. Le travailler ensemble et l'envie de travailler ensemble ne sont pas forcément des sujets que l'on travaille au quotidien au sein des équipes de direction et qui pourtant apportent de la performance, de la capacité de mise en œuvre, sans nul doute. Donc, si je résume, en fait, il faut à la fois travailler sa structure, donc son organisation, comment doit fonctionner cette équipe ensemble, quelles compétences, en fait, quelles pratiques managériales il faut plébisciter et puis mettre en œuvre, c'est-à-dire faire le choix, hein. Il y a beaucoup de choses qui en découlent. On va y venir après avec un témoignage. Mais ce qui manque le plus souvent, en fait, c'est la dynamique collective. Donc, c'est la culture, en fait, hein. Et c'est ça qui fait qu'on arrive effectivement à développer de la performance collective depuis la tête d'une organisation si on effectivement, on travaille ces trois éléments, structure, compétences et culture. Bah, quand on a dit ça, ce qu'on peut dire finalement, c'est que un codir performant, celui qui garantit l'atteinte des résultats, pour faire écho à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est deux choses. C'est incarner la stratégie, donner envie. Ça passe par de l'alignement individuel et collectif. C'est modéliser des comportements, les comportements gagnants et créer l'énergie qui va avec. Alors tout ça, c'est des mots, mais en fait, ça se déploie particulièrement bien si ce projet est porté par l'ensemble des membres d'un comité de direction. Et le deuxième levier, c'est comment j'optimise ma capacité de mise en œuvre. Et finalement, ça passe par, bien sûr, de l'alignement et de l'exemplarité, mais c'est beaucoup lié à la cohérence des actions qui sont menées, des décisions qui sont prises, etc., etc. Et tout ça, en fait, ça passe par deux choses. Les leviers de performance, ils tournent autour de la performance individuelle. On l'a vu, comment passer du zoom out au zoom in et gérer donc la dichotomie du temps court, du temps long, décider, mais aussi à arbitrer et tout ce qui est lié à la performance collective ou la dynamique collective avec des équipes qui soient suffisamment assertives, donc exigeantes, mais en même temps empathiques, c'est-à-dire qui sont suffisamment respectueuses des équipes. On l'entend beaucoup en ce moment, enfin, oui, on entend assez souvent parler du leadership qui doit être à la fois exigeant et bienveillant. Alors, il y a déjà un des mots que j'aimerais bien enlever moi, c'est que la bienveillance, à mon avis, ça n'a pas forcément lieu d'être dans une organisation. Demain, si on ferme une usine, on ne fermera jamais une usine avec bienveillance. En revanche, on peut fermer une usine avec respect. Donc, je pense que c'est beaucoup plus adapté. Et exigence et respect, c'est un couple qui fonctionne plutôt bien si on parle et si on résumait la posture des leaders à ces deux dimensions. Vous m'interrompez hein, si vous le souhaitez. C'est vraiment une discussion ouverte. Mais plutôt qu'un long discours, moi, ce que je vous propose, c'est d'écouter un témoignage, celui de Rosaline Corinthien, qui est CEO de Engie au Chili. Et on accompagne aussi en dehors des frontières, hein, qui avait un véritable sujet à son arrivée. La filiale était un modèle, avait toujours des résultats, et c'était un petit peu le laboratoire du groupe parce que toutes les activités s'y recoupent, mais qui a pu passer du rouge au vert en moins de 6 mois et retrouver le chemin de la performance. Je vous laisse écouter d'abord le constat à son arrivée. Il y avait peu de vision partagée des enjeux, avec un fonctionnement que je qualifierais peut-être un peu en silo, et avec surtout, de fait, peu de délégation, et donc une équipe un peu en souffrance sur la gestion du quotidien, mais sans vision de où est-ce qu'on pouvait aller ensemble. Pour être encore plus clair, quand une organisation passe du vert au rouge en peu de temps, forcément, ça a fait dysfonctionner l'équipe dirigeante qui finalement s'est retranchée sur son expertise et renforcé une culture de silo, des décisions qui ont été prises sans consultation des autres
et qui ont en fait accéléré le phénomène. Alors, le travail qu'on a pu faire avec cette équipe, cette leadership team, Il y avait peu de vision. pardon, je vais vous l'expliquer. En fait, on a décidé de travailler, et avec cette CEO, hein, de travailler directement avec la leadership team en répondant à un certain nombre de questions. En fait, il fallait recréer un collectif, il fallait recréer de la confiance, retrouver de la cohésion, un esprit de corps. Et donc, on n'est que sur des sujets d'incarnation, hein. Et donc, comment porter la stratégie et quel projet pour pouvoir entraîner le reste et regagner, ce faisant, la confiance perdue. Donc, on est sur l'état d'esprit et la culture. Je vous... hop, voilà. Parce qu'en fait, la clé de la transformation, ça a été de recréer un élan collectif, une dynamique autour d'un projet qui a été co-construit. Ce n'est pas le CEO qui a dit à partir de dorénavant, non. On a caractérisé le fonctionnement du monde qui était le leur au moment où on a commencé à travailler, et on a pu caractériser assez vite bien, ce que pouvait faire ce collectif ensemble, mais en même temps, quels étaient ses facteurs limitants. Et une fois qu'on avait dessiné ce monde d'aujourd'hui, on a regardé ce que pourrait être le monde voulu, parce qu'ils étaient vraiment dans une situation subie. Et donc, quel est finalement le monde qu'ils souhaitaient construire eux-mêmes? Et ça a été la base d'une transformation collective, parce qu'ils se sont parlé déjà, et puis surtout, ils se sont mis d'accord sur ce qui devait être leur projet et comment ils devaient l'incarner. Par ailleurs, ils ont décidé de rendre visible des comportements gagnants, entre guillemets, en développant notamment une culture de feedback et en faisant en sorte que la posture des membres du COMEX ou du CODIR soit vraiment visible à travers ces deux leviers, l'exigence d'un côté, le respect de l'autre. Et c'est vraiment là toute la difficulté, hein, au-delà du fait qu'ils se sont mis d'accord sur un projet, c'est comment le rendre visible aux yeux des autres. Mais tout passe encore une fois par un sujet d'incarnation, hein. Comment l'incarner au quotidien. Deuxième partie, vous avez bien les deux piliers en tête, hein, l'incarnation d'un côté, la mise en œuvre de l'autre. Et pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, en fait, on a aussi réussi à les aider à répondre à certains questionnements, notamment sur les règles, les rôles, et des règles de fonctionnement qui peuvent paraître basiques, mais qui sont, une fois qu'elles sont portées par un collectif, c'est autoporteur en fait, hein. Donc on parle d'une seule voix. Plus jamais on ne dit le COMEX a décidé, mais bien on a décidé, nous avons décidé, et qu'on soit d'accord ou pas, je dirais, peu importe, c'est bien une équipe, donc on gagne ensemble, on perd ensemble. Et ils ont décidé aussi en même temps de renforcer des pratiques managériales. Donc là, ça revient au deuxième pilier, hein, les compétences, notamment que les décisions prises soient prises au bon niveau. Eux aussi, ils avaient un COMEX composé d'experts, et beaucoup de choses leur remontaient, ce qui fait qu'ils étaient constamment dans une posture de zoom in au lieu d'aller chercher du zoom out, donc de rester en posture haute, entre guillemets. Mais du coup, on a revu l'ensemble des pratiques. Comment communiquer, comment prendre les décisions, quoi et comment déléguer, comment développer les compétences, hein, pour favoriser l'empowerment et développer une culture de feedback qui était clairement manquante, mais qui soit, au-delà de ça, visible des autres. Donc, en travaillant d'un côté l'incarnation, comment je porte la stratégie, de l'autre, comment je peux développer ma capacité de mise en œuvre, et ça passe par des choses assez simples, mais qui sont décidées de manière commune, eh bien, on peut effectivement transformer. Et je vous laisse écouter Rosaline à nouveau pour témoigner 6 mois après, suite à la place de ce programme No Team, No Dream, quels ont été les bénéfices. Aujourd'hui, on a racheté de la confiance auprès de Paris. Ils ont l'impression d'avoir une autre équipe en face d'eux. Donc l'énergie n'est plus la même. Et on est dans une phase où on a pris notre destin en main. En tout cas, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette approche-là, c'est que c'était une approche, certes, d'une forme de posture de leader, mais très ancrée dans notre réalité business. Tout de suite, ça parle aux gens parce qu'ils se disent, bah voilà, c'est concret.
Je vois où est-ce qu'on veut aller et je vois ce qu'il faut faire pour y arriver. Vous avez noté hein, les mots de Rosaline, donc l'énergie, ils ont recréé une dynamique collective. Et pour cela, il a fallu passer par notamment des ateliers pour regagner la confiance. Hein. Quand les choses vont moins bien, chacun se retranche derrière son expertise. Donc, travailler la cohésion et retrouver cette cohésion, développer une nouvelle énergie, redonner envie en fait de travailler ensemble. Et le deuxième point, c'est que sachant exactement où il voulait aller, bah, c'est beaucoup plus simple d'y aller. Hein. Ça paraît peut-être un peu idiot de le dire, mais ils savaient ce qu'ils devaient faire, ils savaient comment le faire et ils savaient comment le déployer auprès de leurs équipes. À partir de ce moment-là, effectivement, on peut transformer assez rapidement une performance collective depuis la tête d'une organisation. Et si je fais donc un résumé de ce qu'on s'est dit, hein, aligner l'état d'esprit de l'équipe sur la stratégie pour mieux l'incarner, pour créer ou recréer une dynamique collective, hein, c'est créer l'énergie, aligner des pratiques managériales pour optimiser le travail collectif au sein de l'organisation et rendre cohérent toutes ces actions pour que les équipes s'y retrouvent. Hein. Et le juge de paix, bah, c'est encore une fois de booster la capacité de mise en œuvre, ce faisant. Et rappelez-vous, hein, 2 tiers des entreprises n'atteignent jamais les résultats promis par leur stratégie. C'est quand même assez bluffant. Ça veut dire qu'il y a des leviers, mais qu'il faut pouvoir les détecter. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui et qu'est-ce qui fait que ça fonctionne ou moins bien? Donc, se poser des questions sur ce qui caractérise le fonctionnement d'une équipe dirigeante aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle veut atteindre collectivement? Quelle pratique, quel mindset pour pouvoir y arriver? Et c'est sur ces 2 leviers qu'on insiste le plus et qui permettent effectivement des transformations assez rapides. Du coup, j'ai envie de vous poser la question à vous. Et vous, si vous aviez le choix, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Hein. Si, comme Rosaline, vous souhaitez retourner une situation délicate, pour information, ils sont passés en 6 mois de moins 50 millions d'euros d'EBITDA à 400 millions d'euros. En remettant un projet collectif au milieu de tout, en remettant l'intérêt général au milieu de tout, en se montrant suffisamment exemplaire à travers ses pratiques et le déployer avec ses équipes. Euh, le plus souvent, là où ça apporte de la valeur, c'est quand on a besoin de booster ou de développer sa capacité de mise en œuvre, de développer de l'engagement, de retourner une situation subie comme Rosaline, réduire des délais de réalisation de projets, euh, et tout simplement, j'ai envie de dire, réussir sa stratégie. Mais vous, quel choix vous aimeriez faire? Parce que bien sûr qu'on peut continuer, mais il y a peu de chances que les choses bougent. Mais la transformation, et notamment des postures et des pratiques managériales, peuvent suffire pour gagner en performance. Autour de quoi? Bah, autour d'une dynamique collective au sein du CODIR. Moi, mon intention, c'est en fait d'essayer d'amener les comités de direction à un autre niveau. Et si vous êtes là aujourd'hui à m'écouter, c'est que probablement vous n'êtes pas là par hasard. Et probablement que vous vous posez encore des questions. Moi, ce que je vous propose, en fait, c'est de prendre le temps d'aller un peu plus loin à travers une discussion, hein, en fait, une séance de travail pour voir quel levier de performance au sein de votre équipe de direction ou de votre future équipe de direction, j'en connais 2 que ça concerne. Parce que comme le disait tout à l'heure Rosaline dans son témoignage, on n'imagine pas toujours ce que l'on peut faire ensemble. Hein, et comment arriver à atteindre ce qu'on appelle chez les sportifs le flow, hein, son niveau de performance sans effort. Et pour ça, il y a des conditions effectivement à mettre en œuvre. Hein. Alors, il y a probablement pas forcément de meilleur, mais peut-être que le bon moment, c'est dès maintenant pour attaquer 2025. Parce que finalement, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui vous empêcherait d'aller plus loin? Ce que je vous propose, du coup, c'est de mettre si j'y arrive, dans le chat, le voilà.
un lien Calendly pour qu'on puisse continuer les discussions pour vous-même ou pour porter le sujet au sein de votre direction. Bon, Arnaud, ça sera un peu moins nécessaire parce qu'on est déjà en cours. On est déjà en cours sur ce sujet. Mais très clairement, Étienne, c'est un sujet qu'il faudra, je pense, assez rapidement mettre sur la table avec Igor. Et vous, José, vous en pensez quoi? Non, c'était très intéressant parce que mon objectif, clairement, c'était de comprendre ce que la moyenne des personnes pensaient comme moi. J'ai vu que je suis dans la moyenne, donc je ne suis pas bizarre, entre guillemets. Non, non, non. Les conclusions sont plutôt ce que je pense. Donc après, à l'intérieur de ma société, c'est une chose qu'on peut voir différemment. Mais les conclusions, c'était très bien. Je suis très content d'avoir investi le temps de participer parce que ça me rassure de voir comme ça. Et donc, c'est ça, comprendre comment les choses sont, qui nous permet toujours d'échanger. Donc, pour nous, Absolument. c'est... Et si vous voulez simplement qu'on échange un peu plus avant, moi, j'ai vraiment pas de frein, bien au contraire, pour prendre le temps d'un échange plus avant en disant, bah, voilà moi ce que je constate, voilà ce que je vois, et finalement, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller plus loin avec cette équipe de direction? Parce que depuis le début de cet échange, en fait, ce qui est marquant, c'est que il s'y passe beaucoup de choses. Il y a une culture un peu du secret. Beaucoup de membres de comité de direction ont en commun le fait que ils aimeraient probablement y contribuer plus et davantage. Ils constatent que c'est pas toujours un collectif qui fonctionne suffisamment bien ensemble. Et c'est parce que c'est pas si simple en fait de travailler ensemble depuis la tête d'une organisation. Et pour autant, c'est par là que tout passe. Encore une fois, le poisson pourrit toujours par la tête. Donc c'est bien par là que tout commence pour pouvoir ensuite le déployer. Et ce que l'on fait le plus souvent, comme vous l'avez vu dans l'exemple, hein, il y en a d'autres, hein, euh, mais c'est que à partir du moment où le projet est porté par l'équipe, le déployer après au niveau de l'organisation, c'est beaucoup plus simple. Et ce faisant, bah, on gagne tout de suite de la capacité de mise en œuvre et ça se vérifie. Alors, on est sur des sujets où on n'a pas forcément de KPI magique, hein, mais ce que l'on fait de très souvent après ce type de travail avec une équipe de direction, on revient 6 mois ou un an après et on re-questionne les mêmes N-1, N-2 sur qu'est-ce que vous avez vu de différent dans le comportement de votre équipe dirigeante? Qu'est-ce qui a changé chez vous? Et c'est là qu'on voit si l'orientation a été faite sur une optimisation de la délégation ou une culture de feedback ou que sais-je, on peut voir si effectivement il y a de l'impact. Mais à partir du moment où il est porté par l'équipe, c'est visible et assez rapidement du reste de l'organisation. En tout cas, c'est comme ça qu'on porte une culture qui est probablement un des sujets les plus délicats et compliqués à mettre en œuvre depuis la tête d'une organisation. Tout à fait. Des questions? Non, pas de mon côté. Non, juste une remarque. Tout d'abord, merci hein, Christophe, parce que je trouve que c'est inspirant. Il y a beaucoup d'idées, de pépites à exploiter dans cette présentation. D'ailleurs, vous la partagez ou pas ou je sais Alors, pas. justement, je disais au début de l'échange Ah. que pour ceux qui resteraient jusqu'au bout, j'aurais une surprise pour vous. Ah, bah voilà, je suis désolé de provoquer le. Non, non, non. Et- En fait, j'ai ouais. prévu de vous partager les résultats complets en fait, de l'étude. Ah, d'accord, génial. Donc là, vous en avez eu un extrait et de cet extrait qui pose les constats, on permet effectivement de voir, mais OK, au-delà du constat, quelles conséquences et qu'est-ce qui pourrait être envisagé. Donc, je vais vous partager les résultats complets. Vous aurez ça dans votre boîte mail assez rapidement. Et encore une fois, si vous souhaitez aller un peu plus loin et aborder cette fois-ci en tête à tête, entre guillemets, les questionnements que vous pouvez encore avoir sur le fonctionnement de votre équipe de direction et quoi faire pour pouvoir optimiser sa performance collective, hein. Vous avez compris que le sujet, il tourne autour de ça quand même. Bah, encore une fois, je vous ai mis le lien Calendly, mais vous avez mes coordonnées et avec grand plaisir de pouvoir en discuter.
Et j'avais deux remarques additionnelles. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être exploitées aussi au niveau des directions et pas uniquement du comité de direction, même Mm. si il y a l'aspect peut-être stratégique qui existe au niveau CODIR. Ça, Mhm. c'était donc ça veut dire que c'est même inspirant pour animer une équipe, je pense, de direction, selon les directions existantes. Et le deuxième aspect, je trouve que ça serait intéressant de l'aborder aussi par rapport à l'image du sport que vous avez prise du rugby, justement sur les nouveaux entrants et les sortants d'une équipe, parce Ouais. qu'un codir est une matière vivante, quelque part, Mm. pour rester sur le squelette et la partie muscle et système nerveux. Et donc, mais c'est quelque chose de vivant, donc avec des nouveaux players qui arrivent, des players qui sortent. Et je pense que cet aspect aussi de dynamique de groupe et avec ces mouvements est un aspect aussi qui est certainement abordé dans votre Alors, c'est l'essence, enfin, c'est l'origine même du pivotement de l'activité du cabinet. Au départ, je suis un chasseur de tête, hein, comme vous le savez. Mais c'est justement ça le sujet, c'est qu'on a placé des très bons dans des comités de direction et on ne les a pas toujours vus éclore comme ils devraient. Et avec certains clients qui nous font confiance, on dit, mais comment on explique que les nouveaux entrants ont du mal à trouver leur place et à décoller dans cette équipe? Bah, très souvent parce que justement, les sujets liés à l'intégration d'un nouveau membre, qui est probablement le bon moment pour reposer les règles de gouvernance, ce que vous vous rappelez, hein, la structure, de le refaire à chaque fois qu'il y a un nouvel entrant. C'est aussi une façon d'aider à l'intégration qui n'est pas forcément ce qu'on voit de plus réussi, très clairement, dans un comité de direction. Les entrants, les sorties, etc., ne sont pas forcément les mieux gérés. Étonnamment, ce n'est pas forcément un sujet d'attention, alors que c'en est un, définitivement, puisqu'il s'agit d'un collectif. Si on fait écho à ce que vous disiez sur le sport, euh, les- les- dans le rugby, on ne parle pas de remplaçants. Comment est le terme? Comment ils appellent? Ce n'est pas les remplaçants, c'est les finisseurs, voilà. Mais c'est bien ça, c'est-à-dire qu'effectivement, l'intégration des nouveaux membres n'est pas toujours un sujet traité. Et ça fait partie d'ailleurs de nos missions quand on fait du recrutement, hein, c'est de veiller à l'intégration des dirigeants et notamment dans leur comité de direction. Mais quand on aborde ce sujet, on nous fait comprendre que c'est pas toujours le bienvenu. Et pourtant, c'est un vrai sujet. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. D'autres questions? Non. C'est clair pour vous? Bon. C'est bien. Bon, on est pas mal dans le délai. Le timing est tenu. Encore une fois, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées, hein, vous avez le lien qui s'affiche dans le chat, mais vous avez mes coordonnées et surtout, n'hésitez pas à échanger. On est là pour ça, hein, c'est la nature même enfin, voilà, pour passer de la. Ce que j'apprécie particulièrement et qui fait partie de nos intentions, hein, c'est que la performance individuelle, c'est bien, mais si elle n'est pas au service d'un collectif, c'est beaucoup moins bien. Et c'est pour ça que tous les travaux qu'on a menés, et quand on travaille avec les comités de direction, assez souvent on fait intervenir des sportifs de haut niveau qui témoignent, Mm. qui expliquent qu'il ne suffit pas d'avoir un groupe de joueurs pour avoir une équipe, quoi. Et qui expliquent comment on transforme un collectif en une dynamique collective, en fait. Et on s'inspire beaucoup, effectivement, du sport. Bah, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour cette participation. C'était en petit comité, donc c'était plutôt sympa. Et puis, bah, n'hésitez pas encore une fois à me revenir. Et pour certains d'entre vous, de toute façon, on va se revoir dans assez peu de temps, je pense. Assez vite. C'était très riche. Merci, Christophe. Ouais, Merci. merci. Un grand Merci à merci. vous. Bonne journée. Au Merci revoir. bien. Au Au revoir. revoir. Au Au revoir. revoir.